Alors ça, c'est une bonne question qui sera l'objet de mon prochain livre. C'est vraiment un paradoxe. C'est pour ça que j'avais du mal à dire le titre tout à l'heure, puisque je viens de me rendre compte tout récemment que dans les rêves, clairement, il y a des scénarios d'impasse allergique, typiques de la relation en miroir, et que je m'étais jamais posé très clairement le statut des rêves par rapport au problème de la temporalité fragmentée qui m'apparaissait évident dans le journal, dans la typographie, dans le contenu du journal, dans le style. Et du coup, je me suis penchée là-dessus aujourd'hui même. Et donc, effectivement, j'ai retrouvé 2 rêves où on retrouve exactement l'attitude de la mère, telle que je l'ai décrite tout à l'heure, que j'avais observé d'une façon très impressionnante à l'époque, quand j'avais 13-14 ans, et puis un peu plus tard, quand j'avais 32 ans et que j'ai rencontré sa mère après la mort d'Alix, où effectivement elle était en lien, et puis elle disparaissait quelques secondes plus tard, dans une absence à soi absolue. Et j'ai pensé qu'effectivement, on devrait retrouver ça dans les rêves. On les retrouve dans 2 rêves. Un rêve où, par exemple, Alix demande à sa mère « Est-ce que tu peux monter voir mes photos ?» Sa mère est artiste peintre. Et sa mère lui répond « Non, au prétexte qu'elles étaient à vendre. » Donc, vous voyez la rupture du lien immédiate auprès de quelqu'un qui est une figure d'identification absolue. Et puis le deuxième rêve, c'est sur le même modèle, un rêve où elle explique à son mari quelque chose de très compliqué au niveau de la rythmique chez Zappa. Et puis, elle lui parle d'un poème qu'elle veut lui soumettre en utilisant les mêmes règles très très compliquées de son mari qui fait partie de l'Olipo, etc., où on invente des systèmes contraignants de règles en poésie. Et son mari s'enferme dans sa chambre. Alors elle invente dans le rêve un collègue de son mari avec qui elle va poursuivre la conversation. C'est-à-dire que son mari s'enferme dans son rêve exactement comme sa mère s'enfermait dans son atelier en coupant le lien. Voilà par exemple, je pense, quelque chose qui est de l'ordre de la rupture du lien qui se traduit dans une temporalité fragmentée. Pour le reste, je ne l'ai pas encore vu, mais il y a du travail à faire encore. Merci beaucoup, Sylvie. Je vais parler de ces livres et le fruit d'une pratique thérapeutique et d'un travail de recherche de plus de 30 ans fondé sur la méthode psychanalytique de l'association libre, tant pour interpréter les rêves que pour explorer les productions matérielles dynamiques réalisées par les patients. J'emprunte l'expression imagination matérielle dynamique à Gaston Bachelard, qui a étudié de nombreuses images de la poésie et les rêves liés aux 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Il propose d'interpréter les rêves à partir des qualités matérielles et dynamiques de ces éléments et des situations ou objets qui y sont associés. Pour documenter ma recherche, j'ai systématiquement enregistré pendant 15 ans en audio toutes les séances et j'ai photographié toutes les productions avec l'accord de mes patientes. L'ouvrage expose les fondements théoriques de la thérapie de l'imagination matérielle dynamique, en plus court, TIM. Et il décrit les processus de guérison d'une vingtaine de patientes. La TIM a l'originalité d'enrichir la technique d'association libre psychanalytique en générant un travail de symbolisation à partir des productions effectuées par les patients dans un espace transitionnel qui permet une régression aux étapes primaires du psychisme. La relation transférentielle se déploie dans un lien intersubjectif inédit et réparateur. Je mets à disposition des patients un atelier où il a sous la main toutes sortes de matériaux
recyclés ou naturels, de l'argile, de la peinture et toutes sortes de supports. En toute intimité, dans cet espace de jeu et de rêverie, le patient réalise une production sans plan prédéterminé. Il se laisse guider par une attention flottante. Dans les choix des éléments et dans leur organisation spatiale, la projection de soi se déploie sur 3 niveaux. Celui de la perception, de la représentation et de l'action. Ensuite, le patient transporte sa production matérielle dans le cabinet. S'ensuit un travail d'analyse. Le patient, créateur et spectateur, se projette dans sa création. Le thérapeute, spectateur à l'écoute, détecte, range et relie les symboles présentatifs et représentatifs ainsi que leurs significations qui surgissent du travail associatif. L'analyse des contenus cognitivo-affectifs du discours se fonde sur les aspects formels, matériels, rythmiques, imaginatifs et symboliques et leur interconnexion. Dans un constant aller et retour, on passe de la description du visible, concret, à celle des invisibles, imaginés et remémorés, de l'espace de la perception à celui de la rêverie. En observant sa production en présence du thérapeute, s'activent chez les patients des nouvelles images différentes de celles surgies durant l'étape du faire. Le lien transférentiel existe et agit dès le début. Seul dans l'atelier, le patient se sent accompagné puisqu'invité dans cet espace de rêverie. En présence du thérapeute, pour le travail d'analyse, le lien transférentiel s'enrichit d'un lien réel, où le thérapeute s'engage activement par ses questions et ses interventions dans le travail d'association. Dans les composants des images, le patient reconnaît certaines propriétés perceptives des objets qui appartiennent à son histoire et les associe à des situations vécues, imaginées ou rêvées. Le contact d'une texture et la relation avec des propriétés comme la chaleur, la tiédeur, la froideur, la prêté, la dureté, la mollesse provoquent l'apparition d'images aux propriétés sensorielles affectant d'autres sens, comme les goûts, aigre, doux, acide, amer, salé, ou des sensations proprioceptives, interoceptives ou synesthésiques, par exemple tension, légèreté, pesanteur, vertige, sensation de difficultés digestives, etc. La résonance intersensorielle s'objective dans les images. On va parler de l'implication du corps. Lorsque les patients créent, leur corps est présent dans les mouvements et les gestes qu'ils réalisent. Découpage, collage, modelage qui révèlent des souvenirs, pensées, sentiments, modalités relationnelles, certains inconnus jusqu'alors. Quand le patient manipule un objet, le palpe, le soutient, appuie dessus, le serre, le casse, le pousse, il revit des expériences profondes et s'offre la possibilité ou le droit d'exercer ses actions. L'idée qu'il se fait de l'objet apparaît en même temps, dur, fragile, solide, froid, chaud, inaccessible, facile ou difficile à casser, etc. Ces signifiants, chargés de propriétés émotionnelles, permettent d'élargir les indices et les signes qui dévoilent des propriétés primitives ou actuelles de relations. Découvrir des sensations, les lier à des émotions et les nommer facilite la reprise d'un processus de symbolisation, parfois interrompu, ou la récupération de nuances affectives de liens passés.
Les phénomènes de déplacement et de condensation présents dans les rêves sont aussi tangibles dans les productions matérielles. Les patients les expriment verbalement sous forme de métonymie et de métaphores. Les images investies par le corps du patient sont toujours liées à son état actuel, aux situations de conflit ou d'impasse qu'il traverse, ou à un moment régressif de son histoire revécu au présent. Comment les patients réalisent un travail libre en atelier? Vous pourriez imaginer que j'ai fait de l'art-thérapie, mais non. La thérapie de l'imagination matérielle dynamique est un élargissement de la technique psychanalytique freudienne, de la phénoménologie des images et de la théorie de l'imaginaire fondée par Samiali. Vous verrez dans les cas cliniques, qui sont nombreux dans le livre, que l'analyse s'exerce à partir de la rhétorique de l'image. Les images matérielles créées par les patients fonctionnent comme interface entre l'organique et le psychologique. Cette approche prend la construction d'une nouvelle thérapie. Les images du corps dépassent le champ de la parole pour déboucher sur le plan réel biologique. La reprogression réparatrice est un autre aspect essentiel de la thune. Reprogression parce qu'il y a une régression qui permet de progresser pour réparer des relations précoces pathologiques grâce aux liens thérapeutiques. La reprogression réparatrice se démarque de la méthodologie du traitement psychanalytique classique dans la mesure où le thérapeute, tout en conservant la règle de l'abstinence, ne se conduit pas de façon neutre. Il pose des actes symboliques qui aident le patient à revoir le sens de son fonctionnement acquis au contact de son entourage et intériorisé. Les actes réels et symboliques du thérapeute sont toujours au service du patient, afin qu'il puisse réparer les effets nocifs de carences affectives qu'il n'aurait pas pu surmonter toute seule. Je vais donner un exemple d'acte qui a lieu fréquemment au cours de la thérapie. Une patiente réalise un travail où elle accroche une tête de femme, c'était le fermoir d'un flacon de parfum, et elle raccroche la tête de femme à une corde qui repose au coin d'un support en carton. Je crois qu'on peut voir la photo ici, si vous voulez. Oh, non, j'ai décrit, je vais la décrire, j'ai décrit. Bon, elle décrit une femme enfermée, attachée, dominée par la peur, sans force pour se libérer. Quand je tourne la production pour regarder à quoi est accrochée la corde, nous découvrons, elle et moi, que cette corde n'est pas attachée, La patiente prend alors conscience que sa paralysie, comme son sentiment d'impuissance, sont liés à sa croyance actuelle en la toute-puissance des figures parentales, qui durant son adolescence l'a longtemps limitée dans ses mouvements et empêché de devenir autonome. Alors, à qui s'adresse la thune? La thune ouvre une nouvelle voie au traitement de nombreuses pathologies psychosomatiques et psychiques, en particulier quand prédomine l'anesthésie affective et l'oubli des rêves. Dans le livre, je présente plusieurs cas correspondant à différentes pathologies, comme autisme avec le syndrome de Gilles de la Tourette, des cas d'anorexie, d'asthme allergique, des fibromes hormonodépendants, de sclérose en plaques et de dépression. Je vais citer une phrase de Boris Cyrulnik. Sans émotion, il n'y a pas de souvenir. Et sans relation, il n'y a pas d'émotion. La thune permet de soigner des patients qui refoulent leur affectivité et oublient leurs rêves, c'est-à-dire des patients qui ne peuvent ni se souvenir ni exprimer leurs sentiments.
Les psychiatres appellent cela la lexithymie. Ce fonctionnement caractériel prédispose à certaines personnes à des maladies psychosomatiques qu'il serait très difficile, voire impossible, de traiter selon la méthode classique de la psychanalyse. Grâce à la projection du corps réel des patients, lors de la réalisation des productions matérielles, nous pouvons accéder à ces émotions en tant qu'expression directe du corps organique. Par ailleurs, le rôle empathique que joue le thérapeute aide les patients à intégrer la sensoriomotricité à leur vie psychique et à la mettre en lien avec des états émotionnels, certains inconscients ou d'autres encore jamais exprimés. Mais parlons d'abord d'un des tout premiers cas qui m'a poussé à créer et à développer la TIN. Patricia souffre d'asthme allergique. De plus, on lui a diagnostiqué un fibrome hormonodépendant. Au début de la thérapie, elle apprend qu'elle est enceinte. Les médecins lui conseillent d'avorter. Si la patiente décide de poursuivre sa grossesse, elle met sa vie en danger. Patricia décide malgré tout de mener son enfant à terme. Je respecte sa décision et décide de mettre en place une nouvelle manière de travailler avec de l'argile, afin que la patiente soit en contact avec son corps, en devenant tour à tour active et témoin de sa lutte et de son engagement à vivre et à donner la vie. Dans sa première production, elle modèle de l'argile et réalise une croix où elle pose 3 boules sur la partie supérieure de la croix. Elle place ce qu'elle décrit comme des bougies pour veiller à mort. Ce sont les 3 boules et après les 3 bougies sur la partie supérieure de la croix. Elle associe la figure complète à la mort de son père, quelques années auparavant. Lors de la seconde échographie, on lui détecte un deuxième fibrome. Nous entamons un travail sur le deuil de la mort de son père. La conclusion est heureuse. Le fils naît au bout de 7 mois et les fibromes, contrairement aux prévisions médicales, ont diminué au point de ne plus avoir à intervenir chirurgicalement. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'à son insu, la patiente a créé une image où elle a projeté très précisément l'intérieur de son corps malade. Les 3 boules d'argile représentaient l'embryon naissant et les 2 fibromes, alors qu'à l'époque, elle croyait n'en avoir qu'un seul. De plus, en révisant l'historique de ces échographies, on découvrira que le premier fibrome est apparu suite à la mort de son père. Ce cas-ci est un des 2 cas fondateurs et marquants qui m'ont poussé à créer et à développer la TIN. Bon, dans ce livre, il y a un chapitre curieux qui s'éloigne apparemment de la TIN. Et il parle de la psychosomatique en germe dans l'intuition freudienne. Ça, c'est quelque chose d'inédit, mais c'est incroyable. J'ai eu la chance de tomber sur un article écrit par un poète allemand, Bruno Goetz, qui relate 3 entretiens avec Freud et qu'il était allé consulter suite à 2 violentes névralgies faciales. Cet article nous fait découvrir une facette inconnue de Freud. Au niveau théorique, Freud découvre chez Goethe l'existence d'une impasse et d'un problème d'identité. C'est incroyable parce que dans les œuvres complets, il n'y a rien du tout. Cependant, il recommande à Goethe de ne pas suivre un processus psychanalytique, mais d'exprimer ses affects à travers ses poèmes. Eh bien, mon bon ami Goethe, je ne vous analyserai pas. Vos complexes feront votre salut, car vous vous cachez derrière vos mots au lieu de vous laisser porter par eux, lui dit-il.
Face à la maladie psychosomatique du poète, Freud pose des actes de langage performatifs. Dire, c'est faire. Et des actes réels au sein d'un lien émotionnel réparateur. Freud fait également ce que certains psychanalystes pourraient interpréter et critiquer comme un passage à l'acte, mais je souligne comme un acte émotionnel réparateur. En effet, sitôt après avoir conseillé au jeune Goethe une diète plus riche, incluant de la viande, ce que le poète ne pouvait pas se permettre faute d'argent, il prend explicitement la place d'un père en lui disant « Veuillez donc accepter cette enveloppe et permettez-moi, pour une fois, de jouer aujourd'hui le rôle de votre père. De petits honoraires pour la joie de vos vers et l'histoire de votre jeunesse m'ont apporté. En offrant de l'argent, qui est un moyen matériel de ne pas se crisper, la crispation n'étant ici autre qu'une névralgie faciale, Freud assume également un rôle nourricier, maternel, qui vient combler les vides relationnels mère-fils relatés par Goethe auparavant. À travers des actes émotionnels réparateurs, Freud aide ainsi le poète à surmonter son impasse et atténuer son problème d'identité, l'incitant à l'autonomie. Vous devez toute seule trouver votre voie, tâchez de le faire à votre façon. La dernière phrase des souvenirs sur Sigmund Freud de Goethe revêt ainsi une importance primordiale. Lorsqu'au moment de nous séparer, il m'étendit la main, il me regarda dans les yeux et j'ai vu une fois encore la bonté si affectueuse et mélancolique de son regard. De ma vie, je n'oubliais ce regard. Le regard de l'autre, du thérapeute en l'occurrence, qui renvoie au regard maternel tout en le réparant, est celui qui reconnaît la subjectivité. Freud, grâce à sa relation réelle avec les poètes, l'a mené à se reconnaître. Bachelard dit « Nous souffrons par les rêves et nous guérissons par les rêves ». Ce que nous pouvons rapprocher de la phrase de Freud à Goethe. Vos complexes feront votre salut. Freud a eu l'intuition que la créativité pouvait être une voie de guérison de la maladie psychosomatique et pouvait éviter les recours à l'interprétation. Ma pratique clinique dans la psychosomatique est justement fondée sur l'introduction d'une forme de créativité mettant en jeu le corps réel du patient. Elle permet d'instaurer un espace onirique à l'état d'éveil, partagé intersubjectivement par les thérapeutes et les patients, et où le corps réel agit en déployant son unité avec le corps imaginaire. C'est en ce sens que je parle de créativité relationnelle en tant que pilier de la team. Ainsi, loin d'accentuer la scission entre la psychanalyse et la psychosomatique, je prends la reconnaissance d'un continuum et d'une complémentarité théorique et thérapeutique de ces deux disciplines. Je vais maintenant aborder brièvement les cas cliniques de Maria, décrits dans le chapitre 9 et où les souvenirs d'un poème jouent un rôle important. Dans les créations, tout comme dans la poésie, les oppositions de la vie émergent de l'exploration des ombres des contradictions. Blanc et noir, dur et mou, froid et chaud, tendresse et rudesse, vie et mort, ne sont que des miroirs de différences, des contraires, d'oppositions que construit notre esprit pour conjurer l'énigme de la vie. La patiente Maria est affectée de deux pathologies auto-immunes, pneumonie éosinophilique et hyperthyroïdisme. La pneumonie s'est déclenchée au moment de la mort de Pedro, son amoureux. À l'âge de 5 ans, Maria assista à la mort de son frère cadet par électrocution. Ayant essayé de lui prendre la main, le choc électrique passa par son corps
et la propulsa, lui laissant la vie sauve. Maria n'a jamais pu pleurer la mort de son frère, ni en parler, de peur que sa mère ne s'enfondre. Lors d'une séance, Maria modèle dans l'argile une main à 6 doigts. Quand elle contemple sa production, elle se souvient de la sensation d'électricité qu'elle a ressentie au moment de l'accident de son frère. Maria observe et décrit sa création. On dirait que c'est la main d'une fillette. Elle est presque grisâtre. Je l'imagine comme si c'était ma main quand j'étais petite, quand j'ai touché mon frère. Quand je lui fais remarquer que cette main a 6 doigts, elle répond « Il est possible que ce soit ses doigts à lui, et l'un des miens. On dirait une main malade, une main cassée. » Peu après, Maria, passionnée de poésie, depuis son enfance, se souvient d'un poème de Leopoldo Lugones. Elle récite le poème par cœur, alors qu'elle ne déclame aucun poème depuis de nombreuses années. À son insu, ces poèmes semblent raconter l'histoire de Maria. C'est dans les livres, c'est les poèmes aussi. Les deux mains qui, dans sa première production matérielle, étaient unies, sont ensuite représentées séparément. Maria associe. Ce ne sont pas des mains, c'est un fantôme qui tourne le dos. Pour moi, c'est le dos d'un fantôme. Parce qu'il est comme ça. Les deux mains séparées. Les fonds colorés cachent quelque chose. Il tente d'être joyeux, mais il est cassé. Peut-être que j'ai essayé d'être joyeuse, mais je ne me sens cassée. C'est peut-être le fantôme de mon frère qui s'éloigne. Il veut me donner la main. La patiente conserve les souvenirs de son frère décédé, mais s'autorise enfin à projeter sa vie dans le futur.